On va dire bonjour à nos invités ce soir, qui est Madame Ghislaine Ebretot, qui est éditrice et qui est rédactrice en chef et, je sais pas, la gérante de la société, la Chouette de Vendée. La Chouette de Vendée. Elle nous expliquera ce nom, d'où est-ce que ça vient et pourquoi. Et juste à ses côtés... Je voudrais juste vous arrêter. On peut vous appeler par vos prénoms? Ah oui, c'est Ghislaine. Alors Ghislaine, d'accord, voilà. Donc, et bonjour Ghislaine. Juste à côté, nous avons Pierre Réau. Quelqu'un qui est féru d'histoire, qui nous raconte plein d'histoires sur la Vendée, qui connaît la Vendée sur le bout de ses ongles et sur les histoires de tout ce qui peut se passer à droite, à gauche, surtout un petit peu sur le secteur où est-ce que nous habitons, c'est ça Pierre? C'est ça, pour toute la période révolutionnaire. D'accord. Ou de la contre-révolution. Donc on va parler, vous voyez, on fait un saut dans le temps, on monte en révolution. Jusqu'à la Révolution, parce que Ghislaine, qui est l'éditrice et la rédactrice et la patronne de l'édition La Chouette, est passionnée de Vendée. Du XVIIIe siècle, surtout. Sur la Révolution aussi. Sur la Révolution aussi. Donc voilà. Donc vous voyez, ce soir, c'est la Révolution. Comme on prône une Vendée libre et indépendante, ça tombe bien. Donc là, maintenant, vous allez avoir l'intervention de la rédactrice responsable en chef. N'est-ce pas? Ça y est, j'adore. Chef. Elle nous donne, c'est ça, elle va nous faire son info santé. Allez, alors, Sonia, donc, à toi. moi déjà, je voudrais, Ghislaine me disait qu'elle a eu un petit message de qui? Stéphane Santoni, qui est le maquettiste et graphiste des éditions de La Chouette de Vendée. Donc voilà. Et qui habite la région de Toulon. Alors donc, il nous écoute alors? Oui. Alors on lui fait des gros bisous, je me permets d'embrasser ce monsieur. Moi, t'es pas jaloux, non? On s'en fout, de toute façon, c'était jaloux. Donc voilà, moi je vous fais des gros bisous et merci beaucoup de votre écoute. Avant de continuer, vous avez vu peut-être si vous feuilletez, si vous êtes... C'est difficile de feuilleter sur la page Internet, Facebook. La page Facebook, vous avez vu que la rédactrice a mis une affiche. Ghislaine, tu peux nous en parler de cette affiche? Alors, tiens. Cette affiche, c'est le 31 mai à Sainte-Cécile, où vous êtes positionné. C'est notre région, Il y a donc un auteur qui s'appelle Roger Albert qui fera une conférence sur l'agriculture, l'agriculture ancienne, les derniers agriculteurs ou les nouveaux défis, pardon. Donc c'est les évolutions de la paysannerie en Vendée depuis 60 ans. Depuis 60 ans. Okay. Voilà. Donc c'est à Sainte-Cécile, c'est à la salle Famille-Sol et c'est l'association Culture et Famille. D'accord. Voilà, donc c'est le 31 mai à 20h30. À 20h30. Je serai présente. Voilà. Parfait, merci. Alors donc cette affiche, c'est un écrivain aussi, monsieur Roger Albert. Il a déjà écrit sur la Virée de Galerne aussi. Il habite la Tardière, pas très loin d'où je suis, près de la Châtaigneraie. D'accord, ok, entendu, on en parlera. C'est un ancien agriculteur aussi. C'est un ancien agriculteur. Il a écrit sur l'Algérie au moins 2 livres, sinon 3, les appelés en Algérie. Voilà, d'accord, ok. Bien, alors là, avec tout ça, j'en appelle à la tendresse. Oui, alors moi je disais que cette affiche, pour les gens qui n'auront pas tout enregistré ou autre, elle se trouve sur la page donc, de Chaîne Radio. Voilà. Alors merci on y va. À Chaîne Radio. Pour l'association. Bah, c'est normal. Hein. On est là pour ça aussi, faire de l'information sur tout ce qui se passe dans notre région. Quoi. Voilà. Très bien. Donc là, c'est la partie où c'est qu'on reçoit nos invités. Donc bonjour Ghislaine. Bonjour Alain. Bonjour Pierre. Bonjour Alain. Bonjour vous deux. Bonjour Sonia. Bonjour Sonia. Ghislaine, comment on peut te définir? T'es professionnelle du livre? Oui, professionnel, édition du livre, surtout sur la partie 18e, mais je me diversifie un peu quand même. Ouais. Voilà. Donc, t'es éditrice. Je suis éditrice. T'es conceptrice, éditrice. Voilà. Et pas pour l'impression. L'impression reste toujours le local en Vendée. J'ai un imprimeur à Chantonnay, tout près d'ici. Et tu fais la distribution de ces livres? Voilà, je fais la distribution, la diffusion, je fais tout. C'est surtout beaucoup par Internet. Tu arrives à... Oui, et même dans les librairies, par les conférences que mes auteurs font. Il y a aussi la vente des livres et les signatures de livres. Dans les commerces, notamment, c'est là que nous nous sommes rencontrés. Ouais, c'est tout à fait, ouais. Un hyper commerce de Chantonnay, donc voilà.
Et alors, nous, dès qu'on voit quelqu'un qui est tac, on saute dessus. Voilà. C'est très bien, vous avez bien fait. Dès qu'on voit quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, parce que très bien, c'est vrai que c'est quand même peu souvent qu'on voit des dédicaces dans les grandes surfaces, donc voilà, on en a profité. Voilà. Et puis, donc voilà. Et à côté de toi, il y a Pierre. Alors Pierre, il fait quoi et qu'est-ce qu'il est exactement? Alors Pierre est un ancien militaire, il est passionné par ce qu'on appelle les guerres de Vendée, en me focalisant surtout sur l'année 1793, parce que j'estime que c'est la grande guerre de Vendée, et que cette période s'est terminée par un épisode sanglant qu'on a appelé la virée de Galerne. Et en tant que militaire ayant fait des séjours à Laval, je me suis intéressé à Jean Cottereau, dit Jean Chouan, d'où vient le nom de Chouan. Un des seuls qui a rejoint l'armée catholique et royale à Laval le 23 octobre 1793. Alors, le Chouan, le nom Chouan, ça vient d'un quelqu'un qui existait vraiment. Oui, c'était un sobriquet de la famille Cottereau. Ces Cottereau étaient originaires de Saint-Ouen-des-Tois, en Mayenne. C'est à 15 km au nord-ouest de Laval. Et ce Jean Cottereau, donc, habitait là lorsque la Révolution se déclenche. Et c'était un faux saulnier. En réalité, c'était un mauvais garçon. Il faisait le trafic du sel, puisqu'à l'époque, le sel c'est le seul moyen de conserver les aliments. Et comme le Bas-Maine, c'est-à-dire Saint-Ouen-des-Tois, il fallait faire 8 km pour passer en Bretagne, où le sel valait pratiquement rien. Donc, nuitamment, avec quelquefois des animaux, ils franchissaient la frontière, ils achetaient du sel, une bouchée de pain, et ils revenaient pour faire une culbute de 20 ou à 30 fois plus. Donc, ils revendaient bien, quoi. Oui, c'était très intéressant, mais c'était pas sans danger, car il y avait des gabelous, c'est-à-dire des gens qui étaient chargés de réprimer le commerce du sel, parce qu'à l'époque, c'est le sel du devoir. On doit absolument acheter le sel dans le grenier du roi. Et donc, ce sel de contrebande, il y avait des gabelous qui étaient chargés de réprimer. Et c'est comme ça, de réprimer le trafic de sel. Et c'est comme ça que Jean Cottereau a été arrêté, qu'il a été enfermé dans la tour Grennetière à Saumur, et qu'il a été marqué au fer rouge de la lettre G qui signifie Gabelle, comme on le faisait à l'époque. Ses sœurs aussi, ses frangins, toute la famille participait. Ils ont participé à... Voilà, ils avaient une petite closerie, mais bon, ils préféraient arrondir les fins de mois en faisant le trafic du sel. Qu'ils avaient une petite closerie. Une closerie, c'est comme une borderie en Vendée. Une borderie, c'est-à-dire une petite ferme, une petite exploitation un petit clos, c'est qui cultivait, il faisait de la... C'est l'origine du nom. Et ce Jean Cottereau, donc, avait le surnom, toute la famille avait le surnom de Chouan. De Chouan, ou d'ailleurs Chouin, comme on dit en Mayenne, dans le Bas-Maine. Et Jean Cottereau, donc, va faire sa jonction avec l'armée catholique et royale. Et c'est à partir de ce moment-là que les administrateurs républicains, que les représentants en mission et que les généraux républicains vont utiliser ce mot Chouan. Et de là, qui va avoir tellement de succès, avec la publicité qui en est fait, que par la suite, on va appeler les Vendéens des Chouans. Or, il n'y a rien à voir. C'est pas la même chose. Mais les motivations étaient les mêmes. On le voit en 1792, le soulèvement. Et là, les mêmes. L'armée chouane. C'était ça. C'était pas une armée. C'était des bandes. C'était des bandes à l'effectif limité. Quand même avec des gens bien précis, des nobles comme de Charette. Au départ, il n'y a pas de nobles du tout, c'est uniquement des gens du cru. Jean Cottereau, c'était un domestique, c'est tout ce que c'était. C'était des bandes qui étaient quand même liées à la royauté. Ils étaient, c'était des bandes. Oui, parce que la République, la Révolution va supprimer la gabelle. Donc tout le monde était content. Seulement eux, ils avaient perdu une source de profit. L'impôt sur le sel ayant disparu, eux, ils se retrouvaient à rien. Si bien que ces faux saulniers,
qui faisaient le commerce de fausses selles, se sont retrouvés à prendre le parti royaliste. D'accord, ok. Parce que ils n'avaient plus rien du tout. Il fallait bien et vivre. là, ils avaient enrôlé aussi bien des catholiques que des protestants. Parce qu'il y a très peu de temps, j'ai appris que la Vendée, c'était une partie protestante comme une partie catholique. À 50% près, normalement, ils étaient à peu près au même... Ils n'étaient pas tout à fait situés dans les mêmes endroits en Vendée, pas partout. Pas partout, mais en particulier dans la région de la Châtaigneraie. Ce sont des gens qui ne prennent pas le parti, enfin qui ne se soulèvent pas en mars 93 lors du décret du 24 février, mais ce sont des gens qui vont combattre les Vendéens, c'est-à-dire ceux qui ont pris le parti royaliste. D'accord. Et il y avait des compagnies qu'on appelle les compagnies franches. Alors il y avait une compagnie franche à la Châtaigneraie, il y en avait une au Boupère, à Mouilleron-Paré, à Pouzauges, à Chantenay et à Saint-Prouan. D'accord. Avec un commandement protestant et composé de protestants. Et ces gardes nationales ont fait beaucoup de mal aux royalistes, là. Si bien, de toute manière, la région de la Châtaigneraie est devenue royaliste à partir de la prise de la Châtaigneraie le 13 mai 1793. Donc ils deviennent royalistes parce que c'est eux qui commandent. Ouais. Et puis ensuite ils vont redevenir républicains le 14 septembre lorsqu'il y a l'offensive générale qui va détruire tout sur son passage. Okay. Donc très mitigé. La Vendée n'est pas toute blanche et n'est pas toute bleue. Mais on a appris, parce que dans l'histoire, si on lit bien l'histoire, on dit que la Vendée c'était royaliste. Point à la ligne. Exactement. On a tendance à. On abrège rapidement. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. Mais c'est surtout les curés du 19e, de la fin du 19e, début du 20e, qui ont fait beaucoup là. Pour eux, tous leurs paroissiens étaient morts pour leur foi, pour leur tradition et leur foi. Alors que quand on gratte un peu, on s'aperçoit que non. Et il y en a qui étaient républicains, qui ont vendu leurs cousins, leurs amis et leurs parents. Et alors, ils se servaient des moulins pour faire des signaux et pour communiquer entre eux. Alors là, je serais plus prudent sur la signification des moulins. Alors parce que les moulins, il faut savoir que un des premiers arrêtés qui ont été pris par les représentants en mission, c'est-à-dire des gens qui venaient de Paris, qui étaient chargés de mission, qui venaient dans les provinces avec les pleins pouvoirs, c'était plus des provinces, puisque en février 1790, les provinces sont abolies et on crée les départements. Donc, ces représentants en mission, les premiers arrêtés qu'ils prennent, en octobre 93, c'est de détruire les moulins. Donc je vois mal comment il pouvait y avoir un langage des moulins en 1794, alors que tous les moulins avaient été incendiés et détruits. D'accord. Mais c'est une belle histoire, comme on répète, et qui est tellement ancrée dans les mœurs que maintenant on la prend pour véridique. Moi j'étais resté sur ça, qu'ils communiquaient par les moulins. Désolé de détruire une belle histoire. C'est pas grave. Elle a peut-être existé, mais j'en suis pas sûr du tout. D'accord, ok. Bon, alors peut-être sur quelques moulins. Maintenant Ghislaine. Qu'est-ce qui t'a amené à être éditrice, rédactrice, de vendre des livres, surtout sur l'histoire vendéenne? Alors, je suis passionnée d'histoire depuis l'âge de 7 ans. Je lis beaucoup. La télévision, très peu. Après... Voilà, donc... et je me suis intéressée justement aux guerres de Vendée. Donc, je me suis dit, je vais faire ma propre maison d'édition pour éditer des livres sur ce parcours tragique qui a été la Révolution française. J'ai donc des auteurs très intéressants, dont Pierre, bien sûr, et je suis accompagnée par quelqu'un aussi qui est très féru d'histoire ici en Vendée, surtout sur cette région, Monsieur Maurice Bedron, qui m'aide beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer ma propre société d'édition. Et pourquoi la Chouette? Alors la Chouette, c'est parce que la Chouette, on la retrouve beaucoup sur toute cette période historique. Ah ouais, c'était un animal qui était... Oui, puisque la Chouette Chat-Huant, il y a eu une... Chat-Huant, Vendée. Voilà. D'accord, ok. Une belle légende là aussi. J'arrive à faire la liaison entre les deux. Là. Donc ils auraient imité le cri du Chat-Huant, c'est-à-dire de la Chouette, pour se repérer et pour communiquer. Et là aussi, mais enfin bon... Et la Chouette, c'est l'oiseau de la connaissance en Grèce. Ah bon? Oui. Je savais pas. Tu vois, mais la Chouette apparaît sur tous les documents, donc du Bamen de la chouannerie. L'emblème, c'est la Chouette. Ah d'accord, ok.
L'emblème, c'est la chouette, comme celui de la Vendée, c'est le cœur. C'est le cœur surmonté d'une croix. Les deux cœurs entre la voilà. C'est surmonté de la croix. Voilà, c'est vendéen, ça. Donc voilà pourquoi la chouette. Voilà. D'accord. Okay. La chouette étant l'animal par excellence de la chouannerie. Vous êtes originaires tous les deux du pays alors? Oui, tous les deux vendéens. Moi, je suis de la Vendée. Famille vendéenne, descendants oui, famille vendéenne, oui. Les grands-pères, les grands-mères racontaient des histoires. Voilà. C'est ça. C'est ce qui vous a bercé dans l'ambiance et qui vous a fait que... Et vous avez récupéré et amassé les trésors des grands-mères. Eh oui. Et mon ancêtre s'appelait Pierre Gréau. Ah oui. Il habitait à l'époque à la Domangère de Némy, où maintenant c'est un golf. Et il est parti avec le chevalier Auguste de la Voirie. Il a fait toute la virée de Galerne. D'accord. Okay. Le chevalier a été tué au Mans. Sa femme a été tuée au Mans. La dernière petite fille a été tuée au Mans aussi, le 13 décembre 1793. Ouais. Et mon ancêtre a réussi à revenir. Manque de peau, il est mort en 1809, trop tôt pour bénéficier donc des armes de récompense ou des pensions qui, elles, ont été données ou octroyées à partir de 1814. Voilà. D'accord, ok. Là, on essaye de faire connaissance. Oui. Mais une parenthèse aussi, Pierre a fait la virée de Galerne à pied. Ouais, oui, Pierre, il m'a raconté qu'il avait fait combien? Ça fait environ plus de 1000 km. Plus de 1000 km, combien? 60 jours? En 67 jours, 42 étapes. D'accord, ok. Drôlement courageux. Et à l'époque. J'aurais poursuivi, moi. Et à l'époque, oui. Et à l'époque où ça s'est fait, c'est-à-dire... parce que d'autres l'ont fait, mais en courant ou sur un mois et demi. D'accord. Moi, là, j'ai respecté. Lorsqu'ils s'arrêtaient, j'ai respecté les temps de repos. Alors qu'eux, ils ne se reposaient même pas, eux, ils allaient combattre. Ils marchaient. Puisqu'ils avaient l'armée. Ils combattaient entre-temps. Oui, ils avaient les républicains sur leurs talons, donc ça se passait souvent mal. Bien. Ghislaine, j'ai vu sur ton site que vous pouvez trouver facilement, vous tapez la chouette de Vendée, vous allez à un beau site à vérifier et à voir. J'ai vu des belles images, un mariage, ton mariage. Mon propre mariage. Ton propre mariage. En habit vendéen, c'était un souhait premier, ça? Tout à fait, c'était un souhait premier et c'était surtout, je voulais faire honneur à ma grand-mère qui aimait beaucoup ces habits-là. Donc j'ai décidé vraiment de me marier en XVIIIe siècle. Comme mon papa étant décédé, c'est donc mon conseiller ici, Monsieur Bedon, qui était le marquis et qui m'a conduit au mariage. D'accord. Voilà, donc tout le monde a joué le jeu, ils se sont tous costumés en 18e. Ouais, c'est ce que j'ai vu. C'est vrai que c'était très intéressant. C'est très joli, c'est très joli. Ouais. Et j'ai décidé donc de le mettre sur le blog, sur le site, pour que tout le monde puisse voir que... Mais c'était un véritable mariage. Avec une véritable messe, un prêtre aussi qui était... on ne met pas en doute. Hein. C'était juste vraiment bien. C'est parce que je pensais que... Je sais que vous aviez fait ça parce que vous faisiez partir d'une... Je vais dire une confrérie, entre parenthèses. Oui, non, mais... Quelque chose comme ça qui absolument pas. Qui absolument pas. C'est vraiment... C'était vraiment... Et le repas... C'était un repas... C'était un repas vendéen. D'accord. Et d'époque ou repas vendéen? Repas vendéen, normal. Traditionnel, quoi. Voilà. D'accord. Jambon mojette. Ça a l'air d'être beaucoup ça par ici. Oui. C'est souvent ça. Pour un mariage, c'est vrai que ça fait un bon disons que c'est local, jambon mojette. Et il y avait même sur la soirée dansante, il y avait même la danse de la brioche. Ah ouais, d'accord. Avec la grosse brioche. D'accord. Et la danse de la brioche, c'est quoi? Comment ça se danse? C'est une danse... Alors c'est une grosse brioche déjà. Et on tourne avec la brioche. Et celui qui la prend, celui qui danse, il la tient. La prend comme ça sans la faire tomber, ce qui est déjà un exploit. Ouais. Et il tourne sur lui-même. C'est lourd. Parce qu'elle est lourde, oui. Ouais, bien sûr. Ouais. Surtout que la mienne était très très lourde parce qu'elle était pour de nombreux convives. D'accord. Voilà. Et en finale, chacun prend une part et la mange. À la brioche et la mange. D'accord. Voilà. Okay. Coutume vendéenne. Mais c'est bien, ça, on découvre des choses à la Vendée. Voilà. Ouais, on découvre la Vendée ce soir, comme vous avez pu en entendre depuis le début. Mais là, c'est plus particulièrement avec les questions un peu plus... Puis en plus, c'est du vécu, quoi. C'est plus du vécu, c'est festif. C'est plus du vécu, du technique. J'ai feuilleté plein de choses encore. J'ai vu qu'il y avait des coiffes. Tu parles de coiffes traditionnelles aussi. Alors, il y a toutes les coiffes vendéennes. Et donc, moi-même, j'ai eu une coiffe qui a été faite par une personne très âgée dans le sud Vendée qui a fait ma coiffe pour mon mariage. Ouais. Une coiffe qui pesait à peu près 3 kilos. Ah oui. C'est la Cabanière de Saint-Hermine. Chaque
région en fait a sa coiffe en Vendée. Et c'était chaque village a sa coiffe. Oui, voilà. Ici, par chez nous, c'est la grisette de Chantonnay. Nous, c'est la camanière des Sainte-Hermine à fond plat. Et j'ai lu 2-3 articles. Et qui pesait 3 kilos quand même. Il y a des coiffes pour les instants différents de la vie. Oui, tout à fait. Il y a des coiffes de deuil, il y a des coiffes de... Voilà, et à chaque fois, c'est fait unitairement parce que c'est quelque chose qui est unique. Dans les familles, la famille d'à côté ne porte pas exactement la même coiffe que la tienne, c'est ça? Non, c'est ça, oui, ça peut être des coiffes différentes. Et jusque vers les années 1930, toutes les mamies avaient la coiffe. Tout le monde portait la coiffe. Tout le monde portait la coiffe. Tout le monde portait la coiffe. Il y en a pour les naissances, enfin pour les événements heureux, malheureux, et puis pour les mariages. Surtout pour les mariages et les deuils. Et les deuils, oui. C'est ça un petit peu les choses, les gros événements où on porte la coiffe. Voilà. Mais ils en portaient une régulièrement tous les jours. Oui, il y en avait une pour tous les jours. Une pour tous les jours. Il y avait la coiffe de travail, il y avait la coiffe de cérémonie. C'est ça, Pierre. Et là, oui, parce qu'à l'époque, on se lave une fois par semaine. Oui. On se lave le samedi dans la bassine avant d'aller à la messe le dimanche. D'accord. La messe le matin et l'après-midi les vêpres. Ouais. Donc il fallait être propre et on revêtait les habits du dimanche uniquement le samedi. Ok, c'est bien ça. Juste uniquement le dimanche. Et je me lave plus qu'une fois par semaine. Pardon? Alors, ce qui serait bien, c'est que tu parles dans le micro pour me le dire, j'ai pas bien compris. Je dis, d'après les écrits historiaux qui sont édités, il faut se laver plus qu'une seule fois par semaine. Eh bien, on va faire des économies. Économie d'eau. D'où économie d'eau et ça ménage la peau. Parce qu'avec tous les détergents, ça peut être dangereux. Et j'ai cru comprendre qu'il fallait en fait une bassine. Bah, écoute, j'ai mon petit seau là pour laver le blabla. Je pense que ça devrait rentrer. Ça sera un peu petit peut-être. Ça serait peut-être petit. Hein. Ils avaient des grands bacs à l'époque. Ils avaient des grands bacs. Ils se laveraient un coup le côté droit, un coup de côté gauche. Des bassines en zinc. Oui. Alors il y avait les filles qui passaient d'abord et puis ensuite on mettait les gars. D'accord. Okay. Mais pas ensemble. Mais pas ensemble. C'était pas mix. C'était l'un après l'autre. La bassine était trop petite. Et à ton mariage, alors, est-ce que vous avez mangé de la pacaude? Alors, la pacaude, c'est une brioche. La pacaude, c'est une gâche qui est faite pour Pâques. Un genre de brioche, mais qui est faite uniquement pour Pâques. Uniquement pour Pâques, c'est la pacaude. Et la pacaude, chaque personne faisait autrefois sa galette pour Pâques, on appelait ça de la galette de pacaude. Ouais. Et chaque personne la faisait, et tout le monde dans le village allait goûter la galette chez les uns, chez les autres. Pacaude parce que c'est Pâques. Parce que c'est Pâques, c'est la galette de Pâques, ce n'est pas la brioche. Mon esprit vient de faire la liaison. On l'a fait le samedi saint et elle est cuite dans la nuit du samedi au dimanche. Et on la mange le dimanche matin. Le dimanche matin. C'est toujours la coutume existe toujours. Oui, toujours. Dans certaines régions de Vendée. De moins en moins parce que dans les jeunes certaines maintenant régions, connaissent. Enfin, dans certaines régions, oui, il y a encore des gens relativement anciens qui en font. Personnellement, je vais faire la mienne. Hein. Oui. Alors la recette. Alors la recette, elle est entièrement sur le blog, donc tout le monde peut aller la prendre. Vas-y, écris parce que tu m'en fais une pour dimanche. On n'est pas là. Ça fait rien. Alors la recette, c'est farine. On ira la manger chez Ghislaine. Voilà, avec plaisir. La recette, c'est farine, œufs, levure, sucre. Crème fraîche dans certaines régions, moi j'en mets très peu. Et mais de l'eau de vie. Pierre, et pour parfumer de la fleur d'oranger. Me doutais pas bien toujours, Pierre. Il y en a qui ne mettent pas. Il y en a qui n'en mettent pas, mais ça donne un bon petit goût. Et qui mettent de la vanille aussi. Voilà, à la place. Et par contre, il faut beaucoup de temps pour pétrir cette pâte. Et il faut longtemps aussi pour qu'elle lève. Il faut qu'elle lève très bien. Et avant de l'enfourner dans un four très très chaud. D'accord. Autrefois, c'était les fours à bois, c'était magnifique. Voilà, maintenant, voilà. Ça donne pas tout à fait la même et cuisson. à mettre dans un four très très chaud. Et après, voilà, bonne dégustation de la brioche pacaude avec confiture ou autre. On la frappe et on la jette dans le récipient qui, à l'époque, c'était la mée dans laquelle on brassait le pain. Ouais. Voilà. Et ensuite, on la laisse se reposer. Ensuite, on la frappe encore à nouveau. Ensuite, on la met sous l'édredon pour qu'elle lève. Et une fois qu'elle est levée, il y en a qui la tressent.
d'autres qui font uniquement un pâton. Et ensuite, on la met, lorsqu'elle est bien levée, on l'enfourne dans le four à pain. Dans le four à pain, d'accord, ok. Donc c'est la brioche Pâques, galette Pâques, on l'appelle. Uniquement à Pâques. Il y a des fêtes qui se font avec ça oui, il y a des fêtes folkloriques là, oui, qui reprennent la fabrication de la brioche, ou de la foisse, parce que c'est à peu près la même chose. C'est pas tout à fait la. Non, la foisse en Touraine, parce que nous. Oui, c'est pas la même chose. Le truc, c'est le pain cuit au four, la galette de pain cuit au four avec gargantoir. C'est un truc. Et Pantagruel, Pantagruel, faut oublier Pantagruel. Et c'est plutôt que la pâte ressemble plutôt à du pain. Oui. Que la brioche, parce que la brioche, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Il y a la foisse aussi dans l'Aveyron qui n'est pas la même qu'en Touraine. D'accord, ok. Je pense que chaque région doit avoir. Chaque région a des spécificités. Ces petits plus, oui. Mais là, j'ai vu ça sur ton site, là. Ça avait l'air d'être très N'hésitez pas à prendre la recette sur le site. Oui, il y a les proportions sur le site. Est-ce qu'on peut aller faire du copier-coller de la recette pour la mettre sur la page Tout à fait, sans problème. Alors, donc on fera ça demain. On fera ça demain. Faites-le parce que c'est vraiment le moment, c'est Pâques. D'accord, c'est justement pour ça que je pose la question, si ça se faisait encore, demain on mettra la recette sur la page. On essaiera de la mettre demain, on a plein de choses à faire demain. Oh là là, la journée va pas être assez longue. La journée, Sonia et Alain, ils vont être débordés. Il n'y a pas besoin de ça, on était déjà, mais c'est pas grave. Tu te coucheras à 1h au lieu de te coucher à minuit. C'est pas bien grave. C'est pour une bonne cause, c'est pour miam miam. C'est pour que les gens qui nous écoutent et nous lisent sur la page puissent connaître les mêmes choses que nous on fait ici. Voilà, les coutumes. C'est bien, les coutumes. Les coutumes vendéennes. C'est super bien.